Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Bonjour à toutes et à tous, notre invité d'aujourd'hui est Éric Mangeon, un invité que l'on va tutoyer puisqu'il a été notre collègue à la Villa Arson durant des années. Éric, tu pars à la rentrée pour une nouvelle aventure au FRAC Occitanie, 17 ans à la Villa. Tu sais qu'on va devoir regarder un peu en arrière. D'ailleurs, première question un peu informelle, est-ce que tu es du genre à regarder un peu dans le rétro ? Pas du tout. Je m'en doutais. Pour que nos auditrices et nos auditeurs te connaissent mieux, je vais résumer ton parcours professionnel, même si le résumé est un peu mission impossible. Donc d'abord une licence de lettres, une école de journalisme à Marseille. En même temps, il y avait du rugby. Après, tu as été chargé de mission aux arts visuels à la région. Puis en 93, tu as passé le concours. Donc directeur du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur de 93 à 2005. Puis directeur du Centre d'art à la Villa Arson depuis 2006. Direction artistique de la rue Fresh Theory en 2007. Fresh Theory 3, c'est ça. Directeur artistique du Festival du Printemps de Septembre 2010. Conseiller artistique du Festival Live à Vancouver en 2011. Membre de la commission danse du ministère de la Culture entre 2013 et 2016. Tu as présidé le festival Actoral et Montevideo à Marseille entre juin 2017 et juin 2022. Et tu es aussi critique d'art, tu es cofondateur et directeur de rédaction de la revue Switch on Paper, enfin, mille et une choses. Et cette fameuse carrière de rugbyman, le rugby qui a été une partie de ta vie avant l'art contemporain ? Avant et pendant, en fait. pendant. Non, parce que j'ai joué au rugby jusqu'en 97. Et donc, les dernières années, je travaillais au conseil régional. J'étais chargé de mission aux arts visuels, comme tu l'as dit. Et puis directeur du FRAC, et je continuais à jouer au rugby, ouais, tout à fait, jusqu'en 97. C'était assez drôle d'ailleurs. Parce que c'était, arrivé le lundi matin au FRAC, que je dirigeais donc à l'époque avec un œil au beurre noir, une côte cassée, un bandage, enfin les classiques de l'après-dimanche, enfin l'après-match, quoi. Dans un milieu qui n'était pas du tout habitué à voir des garçons dans cet état-là, c'était assez drôle. Mais après, jamais j'ai désobligeant, j'ai jamais souffert ni d'un côté ni de l'autre de quelconque discrimination à mon égard. C'était juste rigolo, c'est tout. Il me semble que la licence de lettres, tu l'as faite à Montpellier ? Ouais, Paul Valéry. Ouais. Et du coup, ça te fait quoi d'y retourner à Montpellier, donc pour la direction du FRAC ? C'est assez touchant, en fait. Depuis que j'y retourne, là, depuis quelques semaines, je retrouve... j'ai vécu à Montpellier 6 ans, j'ai fait mes études. Non, j'ai fait la fin du lycée. Enfin, j'ai fait lycée, plus 3... Ouais, la licence de lettres, exactement. À Montpellier, donc j'ai passé 6 ou 7 ans à Montpellier au moment de ma jeunesse, mon adolescence. Et d'y retourner, ouais, c'est assez émouvant. Ouais, c'est drôle de revoir les rues, enfin, une ville qui a beaucoup changé depuis, à part le centre-ville, évidemment. Mais non, c'est émouvant, c'est touchant. Tu t'imaginais revenir à Montpellier ? Non, imaginais, je rêvais un peu parce que c'est une ville... En fait, la ville, je suis attaché à cette ville, certes, j'aime bien, mais c'est surtout la région de Montpellier. J'aime beaucoup la RPI, en fait. J'aime beaucoup le nord de l'Hérault, la côte aussi. Donc c'est... Mais il n'y avait rien de calculé, c'est juste au hasard d'un concours qui se libère. T'es jamais allé plus haut que Montpellier quand on regarde ta bio, hein. Non, ça c'est bien vrai ce que tu dis, parce que j'ai jamais souhaité... je suis vraiment un homme du Sud, c'est-à-dire que quand j'ai besoin de sentir la mer, je me baigne pas souvent, mais de sentir la mer à côté et... Le soleil et même la chaleur dans laquelle nous sommes aujourd'hui me convient très bien, en fait. Donc, j'ai eu pourtant pas mal de propositions, notamment à Paris, mais j'ai toujours décliné, même si j'aime beaucoup Paris, j'y vais à chaque fois avec grand plaisir. Mais y vivre, j'en serais, je crois, totalement incapable. Voilà. Et puis aussi l'idée de travailler en province aussi. Hein. C'est-à-dire que je crois fermement, et je continue à y croire, la preuve avec ma nomination à Montpellier, qu'il est important de développer des choses en province. On a trop tendance à, dès qu'on réussit un peu, de viser Paris ou certaines capitales comme ça. Et je crois que c'est important de rester attaché à la province et à développer des choses. Alors moi, ma province, elle se limite au sud
de la France, donc elle est assez limitée, mais c'est quand même de la province. On va essayer de diviser ta carrière à la Villa Arson. On va la découper en 3 parties. Je ne sais pas ce que tu en penses, tu me diras. Donc, de 2005 à 2013, il y a eu les expos collectives et ton rapport à un peu la scène montante contemporaine. À partir de 2013, il y aurait peut-être les grandes monographies. Et entre 2018 et 2023, on s'orienterait plutôt vers les partenariats internationaux, inviter des pays. Est-ce que ça te paraît logique, cette division Oui et non, enfin, pas tout à fait en fait. C'est-à-dire que quand j'ai postulé à la Villa Arson, donc fin 2005, j'ai postulé sur un programme que j'ai déroulé en fait les années suivantes. Alors je me suis plus exactement. Bon, j'ai un peu révisé quand même avant de venir vous parler, mais en tout cas j'ai été nommé sur un programme et ce programme était basé sur en fait 2 types d'expositions. Des expositions collectives assez ambitieuses qui réunissaient entre 20 et 40 artistes dans la plupart des cas, et puis des monographies. Mais plusieurs monographies en même temps. Alors, pour faire court, les expositions collectives et thématiques, elles étaient basées sur des sujets, mais toujours des sujets traités au travers de leurs paradoxes. Alors, je donne un exemple le plus connu, c'est-à-dire, je vois le catalogue est juste sous mes yeux, c'est Ne pas jouer avec des choses mortes, qui est un peu resté l'exposition la plus connue de cette série-là. Donc, c'était traité donc, de la performance, mais non pas à travers la documentation, le geste, l'instant de la performance, la trace ou l'événement en tout cas, mais à travers des objets produits par des artistes lors ou pour des performances, qui étaient complètement contradictoires avec l'esprit de la performance. Quand on feuillette d'ailleurs le catalogue, il n'y a que des sculptures, des installations, des objets, quoi, tout simplement. Et voilà, c'était de montrer un autre aspect de la performance et justement comment cette notion de performance avait assez évolué ces dernières années. Là, on est 2008, donc depuis une quinzaine d'années. Justement, après les performances héroïques des années 60-70 qui étaient complètement immatérielles, basées sur des gestes, des actions assez fortes, à partir des années 80-90 surtout, cette performance s'est matérialisée. Et c'est exactement ce qu'on a traité. Alors je dis on parce qu'il y a une co-commissaire d'exposition qui a joué un rôle très important, c'est Marie de Brugerolles, que je cite à chaque fois. Donc on a travaillé ensemble et on a construit effectivement ce projet. Donc voilà, il y a tout un cycle d'exposition et c'était vraiment mon projet de concours en fait pour la Villa Arson. Et c'était comment en fait le centre d'art pouvait s'inscrire dans les réflexions théoriques, artistiques et esthétiques de l'école de la Villa Arson en fait avec les étudiants, les étudiantes et leurs enseignants et enseignantes. Voilà. Et après il y avait une autre toujours dans ce programme, donc je pense que c'est les 6 premières années, donc ça devait être 2006, 2012, 2013, je ne sais plus exactement. Donc il y avait des expos monographiques, là qui rassemblaient, alors c'était pas que des artistes en émergence, il y avait des artistes en émergence évidemment, mais il y avait aussi parfois certains artistes historiques, c'était comment traiter de sujets identiques, mais de manière différente. Alors je donne l'exemple peut-être plus emblématique là aussi, c'était une réunion de 4 artistes femmes. Il y avait Zoé Léonard dans la Gary Carré, Tatiana Troué dans la première partie du Labyrinthe, Claire Fontaine qui est un duo homme-femme, mais avec un nom féminin dans la partie basse. Et il y avait une 4e petite exposition à l'époque d'une jeune poète qui s'appelle Laurence Zenimal, et chacune de ces artistes ou de ce collectif d'artistes traitait de leur vie quotidienne en fait, du quotidien, voilà. Mais de manière totalement différente. Zoé Léonard, c'était à travers une série de photos. Tatiana Trouvé, c'était à travers des petits objets, des polders, des petites installations
proliférait dans son espace. Clairefontaine, c'était à travers de l'intime et du politique, comme ils le font souvent, comme ce collectif le font souvent. Et alors, Laurence Zenimal, donc la poète, c'est un journal quotidien, en fait, qu'elle tenait depuis, qui s'appelle toujours Joue au bord. Et elle traitait de son quotidien, de sa vie de femme et d'artiste qu'elle documentait. Voilà, et c'était 2 cycles d'exposition. Donc ça, c'est la première période. Après, la seconde période, il y avait moins de fil directeur dans la programmation, mais quand même, il y a eu, c'était une époque, donc on était 2013 2013, oui. Ouais. 2013, et c'est l'époque où on commençait à parler concrètement de recherche dans les écoles d'art. Et donc, on a mis en place, à cette époque-là, avec certains enseignants, enseignantes, ou avec des commissaires extérieurs, des véritables programmes de recherche, parfois plus ou moins construits, parfois plus ou moins réels, etc. Mais en tout cas, il y avait cette volonté politique et aussi artistique et éducative aussi de s'ancrer dans la recherche. Donc, il y a eu plein de projets. Peut-être le plus emblématique, c'était un projet qu'on a mené pendant 2 ans avec des enseignants, et un groupe d'enseignants et d'étudiants et d'étudiantes qui s'appelait Double Ban, arrêtez d'essayer de me comprendre. C'était comment, effectivement, la notion d'interprétation, de traduction, de malentendu pouvait influencer, générer des œuvres d'art. Voilà. Et donc, ça a été vraiment 2 ans de travail qu'on a mené. D'ailleurs, les réunions avec le groupe d'étudiants et étudiantes avaient lieu dans le pôle numérique, juste la porte à côté. Là. Voilà, ça c'était un petit peu tout. Et après, en fait, de moins en moins, il y a eu moins de fils directeurs. Et puis, voilà. Et après, c'était plutôt par rapport à des opportunités, des collaborations, des échanges internationaux. Et beaucoup, effectivement, d'expositions monographiques, comme celle de Ryan Gander, qui avait pour but d'inviter à l'époque des jeunes artistes. Inconnu serait quand même un peu prétentieux de ma part, mais je dirais en émergence. Ryan Gander était déjà un peu connu, pas vraiment, c'était pas une star comme il est aujourd'hui, mais c'était en émergence. Et le choix était fait dans le but les artistes que je choisissais dans cette perspective, dès les premières années et encore jusqu'à très récemment. C'est comment, en fait, un ou une artiste peut incarner une préoccupation très contemporaine. Ryan Gander, par exemple, pour revenir à lui, c'était à un moment donné, c'était au début des années 2010, il y avait d'une génération d'artistes qui interrogeaient la mémoire à travers des archives, des documents. Il y avait beaucoup de réflexion sur le document en tant qu'œuvre d'art. Et Ryan Gander, pour moi, à cette époque-là en tout cas, incarnait tout à fait, mieux que quiconque, ce courant de pensée, ce courant artistique. Et du coup, on l'a invité à faire une exposition monographique. Comme des années plus tard, quand Otobong Nkanga, qu'on a vu il n'y a pas longtemps à la Vie d'Arson, il y a 3 ans, je crois. Pareil, c'était né, c'est une artiste que je suivais, j'avais écrit sur elle depuis des années, etc. Mais au moment où il y a eu l'émergence dans le courant de l'art, et notamment à la Vie d'Arson, évidemment, de toutes les réflexions post-coloniales, je me suis dit, quel artiste, c'est pas faire une expression collective, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, mais comment inviter une artiste, en l'occurrence Otobong Nkanga, qui, elle, évoque ces réflexions postcoloniales, mais non pas à travers un jugement tranché, pour, contre, radical dans un sens ou dans un autre, mais de manière, à mon sens en tout cas, la plus subtile possible, c'est-à-dire en soulevant vraiment des questions, des débats, mais aussi en ayant une forme incarnée. Ce qui m'intéresse aussi, c'est auprès de ces artistes que je cite, c'est qu'ils incarnent quelque chose. Ils incarnent un sujet, évidemment, mais il y a une œuvre qui va au-delà du sujet. Voilà. Ça, c'était le fil, depuis 2006, le fil directeur des expos monographiques.
Moi, j'aurais juste savoir comment ça se passe quand tu es le nouveau directeur du centre d'art arrivant à la Villa Arson. Est-ce qu'il y a une période où tu dois faire tes preuves au début et que du coup, peut-être dans cette période-là, euh, tu imposes des choix, tu imposes, et après, finalement, peut-être vers 2013, là, tu commences à travailler avec les enseignants parce que tu as peut-être une assise un peu plus profonde dans le lieu, on rappelle, la Villa Arson est unique. C'est un lieu où il y a une école, il y a un centre d'art, il y a une bibliothèque, et il y a une résidence. Est-ce que tu vois un peu ma pensée? C'est-à-dire, est-ce que c'est vrai ou c'est-à-dire qu'après, tu commences à devenir un peu plus co-commissaire ou tu es plus dans le collectif, dans un travail collectif? Non? Ou c'est Non, une j'ai idée toujours fausse? été. Alors ça faisait partie dès le départ et ça allait rester encore aujourd'hui, hein, même, cet été-là. J'ai toujours pensé que je ne pouvais pas et je ne devais pas être le seul et unique commissaire de toutes les expositions de la Villa d'Arson. Pour de multiples raisons, mais en gros, pour faire simple, la première, c'est que si j'avais fait 17 ans d'affilée d'exposition, je crois que j'aurais gonflé tout le monde et moi-même, je me serais épuisé. On n'a pas grand-chose, enfin, je pense que les commissaires, mais quiconque n'a pas grand-chose à dire. Il y a quelques idées qu'on a de temps en temps, mais au bout de 5-6 expositions, j'aurais été complètement épuisé, j'aurais tourné en rond, etc. Donc le fait d'inviter, comme cet été, Nick Aikens ou Faisal Bakri pour l'exposition d'Almeida, ben je trouve que c'est d'autres personnalités, d'autres regards, d'autres manières de regarder une exposition, voilà, d'accrocher des œuvres, etc. Et heureusement, je n'aime pas les institutions qui sont... Alors là, vraiment, je parlais d'incarner, mais alors contrairement, hein, il y a le danger de l'incarnation permanente, c'est l'épuisement. Donc ça permet effectivement d'avoir un turnover, d'avoir de personnalités, de talents, de regards, etc., mais aussi de formes d'exposition et de sujets d'exposition. Et puis deuxièmement, d'inviter d'autres commissaires, c'est aussi participer à une pluralité. La Villa d'Arson, comme tu le dis, est avant tout une école, c'est-à-dire de faire... voilà, on n'est pas un musée, on est une école. Et inviter des commissaires, c'est aussi créer des dialogues différents, des personnalités nouvelles à chaque fois. Voilà. Et là, ça a plutôt bien marché, en fait, ce turnover. Je crois qu'il a été bien perçu par les publics, par les artistes, par la Villa d'Arson, etc. Voilà, je pense que s'il avait fait tout seul, ça aurait été beaucoup moins perçu. Après, pour répondre à ta question, j'ai rien eu à prouver dès le départ parce que la Villa d'Arson, en fait, il y a toujours à prouver à la Villa d'Arson, tu le sais très bien. C'est-à-dire que l'ancrage du centre d'art dans la Villa d'Arson n'a jamais marché. C'est un bilan à tirer au bout de 17 ans. Il y a eu quelques belles collaborations. Il y a eu des bons moments. Je vois que tu as sorti le catalogue Bernard Hetzig. Effectivement, ça a été... parce qu'on a fait 2 expositions au même moment sur la voix, le langage. Donc Bernard Hetzig côté partie de la labyrinthique du Centre d'Art et l'encyclopédie de la parole côté galerie Carré. Les 2 expositions en même temps. Et le but, c'était de mener une réflexion, plus qu'une réflexion, une animation pendant des mois, résidence, performance, lecture, cinéma, etc., sur la parole de l'artiste et la parole incarnée aussi une fois de plus dans l'exposition, le son, la poésie sonore, etc. Et ça a été, je crois, le seul exemple en 17 années d'activité où j'ai senti la Villa d'Arson, en tout cas j'ai senti le centre d'art complètement intégré totalement la Villa d'Arson. C'est-à-dire que là, les étudiants, les étudiantes, les profs, les résidents, c'était tout travaillait dans le même sens et c'était absolument génial. Mais ça vient du fait aussi, c'est qu'à l'époque, il y avait Arnaud Lebel-Rojoux qui était alors artiste et enseignant à la Villa d'Arson, qui est en phase effectivement avec l'œuvre de Bernard Hetzig et l'encyclopédie de la parole, même s'il connaissait moins bien, mais en tout cas avec tout ce programme, et du coup qui a notre complicité, on était aussi très proches et très amis dans la vie, qui a fait que ça a fonctionné. Voilà. Mais c'est un des rares exemples où le centre d'art a pu réellement trouver sa place dans la Villa d'Arson. Sinon, on est encore un peu isolé. Voilà. Les étudiants viennent très peu, les étudiantes viennent très peu voir les expositions. On a très peu de collaboration et de choses effectives au sein de l'établissement.
On pourrait rester sur Hetzig parce que d'où vient cette idée farfelue d'inviter Hetzig à la Villa Arson? Comment est né ce projet? Écoute, c'est né de deux choses, hein. C'est né d'abord d'une découverte quand j'étais jeune homme en 93, pardon, de la poésie sonore. J'ai découvert ça, je sais pas, j'avais 26 ans à Marseille justement. Ça a été un choc esthétique, artistique. C'était le mouvement avec Tarkos, tout ça, ou C'était poésie et peinture. Ouais. Après, j'étais proche de Tarkos quelques années plus tard, mais ça a été la découverte. Enfin, c'est une exposition qui s'appelait Poésie et peinture que les musées de Marseille avaient mis en place. Le catalogue est à la bibliothèque. Je conseille à tout le monde de lire et de consulter ce catalogue, qui est un chef-d'œuvre. Et voilà, bon, ça vient de ça. Et puis après, c'est né. J'aimais bien, comme je te l'expliquais tout à l'heure, cette idée d'être dans le paradoxe, en fait. De brouiller les pistes un peu. Ouais, ça participait aux premières années, de se dire, montrer des choses qui n'étaient pas faites pour être montrées ou qui posaient des paradoxes. C'est-à-dire, effectivement, là, comme je l'expliquais, pour ne pas jouer avec des choses mortes, les objets, on ne peut pas parler de performance, et pourtant, c'est des objets liés à la performance. Et la voix de Bernard Hetzig n'était pas du tout faite pour être mise dans un espace, un white cube. Loin de là. D'ailleurs, il n'a rien compris à ma demande quand je l'ai contacté, Bernard Hetzig. Mais en même temps, je me dis, il y a une vraie matérialité dans la voix de Bernard Hetzig. Elle occupe l'espace. Lui-même, il travaillait beaucoup en tant que performeur sur l'occupation de l'espace. Et donc, je me dis, et puis le son, c'est pas nouveau, c'est pas moi qui ai inventé le son dans une exposition. D'ailleurs, à la Villa Arson, il y a eu des expositions dans le passé, 95 murs du son, enfin, c'est pas moi qui ai inventé tout ça. Mais je me dis, tiens, c'est vrai qu'il y a eu peu de voix humaines dans une exposition. Voilà, bon, c'était un énorme travail, d'abord pour le convaincre, et après pour mettre en place tout ça. On a travaillé, Pascal Broccoli a travaillé sur certains enregistrements de Bernard Hetzig, je crois, dans un de ces studios-là. En fait, c'était un travail assez conséquent, de mise en scène, d'achat de matériel, en fait, de production, tout simplement. Mais voilà, bon, au bout du compte, ça a plutôt bien marché, voire même très bien marché. Ouais. Mais concrètement, juste pour finir sur Hetzig, concrètement, dans l'espace Galerie Carré, c'était où? C'était un peu partout? Alors, Galerie Carré, c'est l'encyclopédie de la parole. Ouais. Et il y avait 500 pièces. Tu connais le principe de l'encyclopédie de la parole? Non. Non, c'est un collectif qui existe encore, en fait, hein, mais qui était très actif dans les années 2010, qui s'est fondé à l'époque au laboratoire d'Aubervilliers et qui se réunissait, je sais pas, c'était des copains artistes, ils se réunissaient tous les mois ou toutes les semaines, je sais pas, et ils collectionnaient en fait. Ils se réunissaient comme une bande de potes en fait, et ils écoutaient et ils amenaient en fait des documents sonores. Alors des extraits de sketchs, tout ça, venait beaucoup de la radio, d'un enregistrement, de l'émission de radio. Et ils amenaient et écoutaient ça. Et écoute ça, c'est bien, c'est nul. On avait discuté, c'était... Voilà, et puis c'était en public, en fait. C'était des séances d'écoute collective. Et ils ont constitué une collection donc, de 500 pièces sonores. Et ils ont essayé de créer des liens entre ces 100 avec des thématiques ou des formes comme ça, un rhizome ou un réseau de documents audio. Et en fait, une fois que cette collection a été constituée, à partir de là, c'est là que ça devient vraiment intéressant, ils se sont dit, on va créer des spectacles autour de cette base de données qui est énorme quand même, 500. Et donc, ils ont créé, Joris Lacoste, par exemple, a créé énormément de spectacles à partir de ce corpus, en fait. Le plus connu de ces spectacles, et Parlement, qu'on a, je crois qu'on a les seconds à avoir produit Parlement, c'est Emmanuelle Lafont, qui est seule sur scène, donc comédienne, qui, pendant 1 heure, prend des extraits de ces enregistrements, de cette collection, et qu'elle égrène au fur et à mesure, mais son rythme de parole s'accélère, et à la fin, elle s'accélère tellement que ça devient des onomatopées. Voilà. Donc c'est toute une réflexion sur le langage. Mais quand, voilà, moi j'ai travaillé plein de choses, dans des festivals, enfin bon, bref. Mais à un moment donné, je dis à toute la bande, et la forme exposition, vous avez pensé? Pas du tout. Voilà.
J'étais monsieur exposition, je poussais les gens à faire des expositions alors qu'ils n'avaient pas envie. Mais on a trouvé quand même une forme, on a travaillé avec un collectif qui s'appelle les Geeks, qui venait de faire le musée de la danse pour Maurice Charmat, ça s'appelle le site, pardon, du musée de la danse pour Maurice Charmat. Bref, on a trouvé des solutions. Et alors, la forme, c'était simple. Je crois qu'il y a une affiche quelque part dans l'administration de la Ville-Arson. C'était en fait les 500 espèces de QR codes qui étaient posés au sol et qui étaient répartis comme une station de métro à Paris, hein, comme le même graphisme, enfin, même type de graphisme, avec des lignes comme c'est qui rejoignaient selon les thématiques, des lignes qui se croisent, etc. Et en fait, grâce à des stylos numériques, on pouvait effleurer les QR codes qui étaient protégés sous des vignettes, en fait, qui étaient comme les stations de métro, en fait. Et le son se déclenchait et on écoutait, en fait, les sons et on se baladait. C'était assez beau, d'ailleurs. C'est assez chorégraphique, la manière dont le public se baladait, en fait, dans cette salle de Galerie Carré. Et après, Bernard Haitink, c'était 17 salles qui étaient construites à peu près de la même manière. Je crois que c'était 15 mètres carrés à peu près par salle, avec une douche sonore au-dessus, avec une circonférence de son d'1,70 m, si mes souvenirs sont bons. Et on s'installait, il y avait des bancs mousse, il y avait la moquette au sol pour amortir, il y avait la laine de roche au-dessus pour amortir le son. En fait, c'était très, très scénographié. Et dès qu'on arrivait, il y avait le son en boucle, on s'installait, on écoutait. Voilà. Et l'écoute faisait en tout, l'écoute des 17 pièces sonores de Bernard Haitink faisait 1h20. Donc c'était assez léger comme balade dans le centre d'art de la Ville-Arson. Voilà. Et tu t'attendais à un tel accueil, voilà, les étudiants qui participent, enfin qui sont investis, tout ça. Sur cette expo-là, en tout cas, c'est assez exceptionnel quand même. Ah oui, c'était vraiment là. On a fait un week-end inoubliable. C'était exceptionnel. On a fait pour des mois de mai 20, 21, 22 mai 2011, 2012, je sais plus. On a fait un week-end et là c'était génial parce qu'il y avait plein d'artistes en résidence et toute la bande encyclopédie de la parole. Il y avait Olivier Cadio qui était là. Enfin, c'était complètement fou. Et ce qui était bien, grâce une fois de plus à Arnaud Labelle-Rojoux, les étudiants avaient complètement carte blanche pour produire des performances, voilà, qui étaient encadrées évidemment pédagogiquement par Arnaud, et donc pendant 3 jours non-stop, hein, la première nuit j'avais pas dormi, je me souviens, on allait dans toute la Ville-Arson, on circulait, et on découvrait, il y avait un programme, et toutes les heures il y avait quelque chose qui apparaissait, une performance, alors toujours liée à la voix, à la présence d'artistes, à la parole, mais c'était génial. Ouais. J'ai une question de bibliothécaire. Parce qu'on est un petit peu les garants de la mémoire et des archives, notamment des publications qui résultent des expositions. Et là, on a sous les yeux le catalogue notamment de l'exposition Ryan Gander qui est très, très spécifique. Donc, tu pourrais peut-être nous parler, et puis peut-être d'une manière plus générale sur cette articulation qu'il y a entre les publications et une exposition. Comment on arrive à donner une forme pertinente sous forme de publication à cet événement par nature éphémère qu'est une expo. En fait, on a essayé. J'essaie de me souvenir un peu, de recoller ma mémoire et mes souvenirs. On a essayé, notamment pour cette publication, on a essayé de faire en sorte, comme celle de Bernard Haitink, juste en dessous, on a essayé de faire en sorte, pour les expos monographiques, je ne parle pas des expos collectives où il y a une autre logique, mais pour les expos monographiques, on a essayé de faire en sorte que la publication ressemble le plus possible à l'esprit de l'artiste. Et pour parler de Ryan Gander, donc c'est Ryan Gander qui a choisi les graphistes, un collectif qui s'appelle toujours Abaqué, avec qui il était très proche. Ce qui était bien, c'est qu'on a invité Abaqué en résidence à la Ville-Arson, donc ça dit sur laisser le temps de bien réfléchir, d'aller dans les archives, de bien se saisir, c'est le cas de dire, du projet, de créer un dialogue, et de faire en sorte qu'il y a une totale cohésion de pensée, d'action entre l'artiste, Ryan Gander, qui est très exigeant, l'équipe de la Ville-Arson et le collectif, et Abaqué, les graphistes. Voilà, et
de retranscrire les faits. Après, ce qui est assez drôle, donc, c'est qu'il est conçu comme une bande dessinée avec un petit clin d'œil à Astérix. Voilà, le format bande dessinée. Il y a des photos de l'exposition, j'ouvre page au hasard, notamment du document d'accompagnement. Mais ce qui est assez drôle dans cette, je ne sais pas si vous êtes au courant, dans cette publication, c'est que le texte du commissaire d'exposition, en l'occurrence moi, qui est toujours le texte sérieux, politique, introduit, c'était formidable d'avoir cette expédition, Ryan Gander est un génie, et le commissaire est formidable d'avoir invité un génie, donc le commissaire est un génie, etc. Alors, c'est assez drôle, je n'ai pas ouvert les pages depuis des années, mais c'est que Abaquet a réalisé sa résidence 1 an après l'exposition de Ryan Gander. Et donc, ils m'ont demandé de faire la visite de l'exposition de Ryan Gander 1 an après, où dans les salles étaient pratiquement vides. Je dis pratiquement parce qu'on était en train d'installer l'exposition de Roman Dondak 1 an plus tard. Et c'est donc, non seulement j'avais plus du tout la mémoire, j'avais pas le droit d'avoir des photos sous la main, etc. Moi, j'avais un peu triché quand même, j'avais un peu repensé le projet un peu avant, mais bon, dans l'espace, je pouvais pas, j'avais pas de photos. Et en plus, j'avais déjà des œuvres de Roman Dondak sous le nez. Donc, c'était très troublant. Donc, ça fait que j'ai pas relu, mais c'est un peu loufoque comme texte d'introduction. C'est des speech bubbles, comme ça, où je dis, je pense, beaucoup de bêtises, en fait, sur l'œuvre de Ryan Gander. Voilà. Mais ça correspondait tout à fait à l'esprit de Ryan Gander, qui est un artiste considéré comme conceptuel, ce qui est vrai, c'est vrai que c'est un artiste conceptuel, mais un artiste conceptuel décalé. C'est-à-dire que ça qui m'intéressait beaucoup chez lui, c'est qu'il y a toujours soit une touche d'humour, soit de parasitage de son œuvre, de ses théories, soit de détournement. Il est toujours dans un effet de déplacement, Ryan Gander, voilà. Et la forme même du format de bande dessinée avec ce petit clin d'œil à Astérix, plus ce texte d'introduction un peu loufoque, correspond totalement à l'esprit de Ryan Gander. Voilà. Et il a évidemment, quand Abaquet et les graphistes ont parlé, il a été tout à fait d'accord et ça l'a beaucoup fait rire, même si je dis beaucoup de conneries sur son œuvre au passage. Voilà. Et d'une manière plus générale sur la relation entre un catalogue et une exposition? Elle est complexe parce que moi, je fais partie d'une génération où il était absolument presque obligatoire. C'était faire une exposition. Il fallait une publication. Voilà. C'est pas le milieu large. Bon, aujourd'hui, ça a disparu cet état d'esprit, mais il fallait une publication parce que ça faisait bien. Ce côté un peu chic. Autoritaire, théorique, puis c'était bien de se balader, d'aller donner des publications, de faire des envois, ça coûtait un pognon de fou, faire des envois à tout le milieu d'art, etc. Bon, et donc, je me souviens très bien les premières années, c'était pareil quand j'étais au FRAC avant, on faisait des publications quasiment systématiquement. Voilà. Et c'est assez drôle parce que quand on préparait les budgets prévisionnels, il y avait toujours tant pour la production d'exposition et presque autant pour la publication. Aujourd'hui, ça paraîtrait complètement aberrant, quoi. Alors, il est un peu ambigu parce que c'était presque un exercice obligé, on ne s'en rendait même pas compte, ça fait partie comme ça des us et coutumes du milieu de l'art, et qui était parfois très agréable. Donc, quand on travaille avec Abaquet, qui sont des graphistes absolument charmants et tellement originaux et tellement inventifs, légers et pas du tout autoritaire, que là ça déroule puis s'occupe de tout, on fait pas grand chose, à part payer, on valide, on relit le colophon, mais c'est tellement, ça glisse. Ou pareil, vous avez sorti le catalogue Bernard Hetzig, là pareil, bon, c'est un énorme livre, mais je me souviens pas de problème majeur ni mineur sur ce livre, parce que ça courait, ça déroulait. Après, c'est pas tout le temps le cas, ça n'a pas été tout le temps le cas des publications, parce que travailler surtout a posteriori comme ça, avec des graphistes de manière désincarnée, c'est parfois des souvenirs assez douloureux quand même. Et je suis assez content maintenant qu'on soit plus... que cette période ait changé, parce qu'il n'y a plus cette obligation de faire des... D'abord, c'est pas tellement éco-responsable, et puis c'est beaucoup de travail, et puis pour être très franc, dans la plupart des cas, ça ne sert pas à grand-chose. À part
si vous avez sorti aussi des CMA, vous avez sorti des... C'est voilà, c'est le catalogue. Voilà. Où j'aille en France, voire même dans le monde, ne pas jouer avec des choses mortes, c'est voilà, c'est le catalogue éponyme et qui a fait suite à l'exposition Ne pas jouer avec des choses mortes en 2008, je crois, La Villa d'Arçon, dont je parlais tout à l'heure. Mais voilà, je sais pas pourquoi. Alors, si vous me posez la question, pourquoi cette exposition est restée si célèbre et pourquoi cette publication circule partout, on m'en parle tous les jours, en fait toutes les semaines, j'ai des gens qui m'en parlent, je serais incapable de vous expliquer pourquoi. Je crois que c'est le bon sujet, parce que, bon, l'évolution de la permanence, au bon moment. On l'a pas fait exprès, hein. Le bon sujet au bon moment, le bon titre, qui est quand même détourné d'une pièce de Mike Hellé, en fait d'un texte de Mike Hellé. Voilà, un concours de circonstances heureux, comme dirait l'ancêtre du chant. Voilà. Et c'est vrai qu'il est resté. Mais là, pareil, en fait, là, c'est un catalogue collectif, c'est les presses URL qui ont tout fait, et JRP réagit aussi, pour la version anglaise. Mais bon, voilà, ça, par contre, je ne regrette pas de l'avoir fait cette publication. Il y en a d'autres, j'ai complètement oublié depuis, mais là, on se dit qu'une publication, c'est vraiment utile. Voilà. Tout à l'heure, tu disais, je cite, un commissaire n'a pas grand-chose à dire. Alors, en littérature, il y a une phrase un peu connue qui dit qu'un écrivain écrit toujours le même livre. Et comment tu réagirais à cette idée qu'un commissaire a quand même une certaine signature? Alors, c'est peut-être difficile de façon réflexive, peut-être en regardant les autres. Est-ce que tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une signature, par exemple? Oui, bien sûr, ouais, c'est sûr que c'est très prestigieux et je sais très bien que mon nom comme commissaire signifie quelque chose, ouais, c'est évident, mais franchement, en tout cas, je parle pour moi, j'ai pas eu, enfin, ça fait quoi, 25 ans, un peu plus, 30 ans, que je fais des expositions. J'ai pas eu, bon là, voilà, ne pas jouer sur chose morte, c'est une bonne idée, voilà. Et une fois de plus, j'étais pas seul d'ailleurs, hein. On était deux, donc déjà, c'est pas la même chose. C'est une bonne idée, l'histoire a fait que ça s'est avéré d'être une bonne idée. Mais après, voilà, on n'a pas tout le temps des bonnes idées. Souvent, c'est des idées, je trouve, pour moi, je parle pour moi, mais je vois beaucoup dans l'exposition qui sont des idées gadgets, qui viennent un peu de l'air du temps, un truc qu'on a piqué, un truc dans un texte, une citation, enfin bon, voilà, qui marche comme ça. Moi, je suis pas très fan de ce genre de choses. Je trouve, voilà, truc. Et puis même les grands commissaires, même les plus grands, comme Harald Ziman, il a eu des... Bon, lui, c'est un pape, évidemment. Mais quand on réfléchit, il n'a pas eu de tant d'idées que ça. Pourtant, il a une longue carrière. Je trouve très belle, c'est surtout sur les obsessions de Harald Ziman, où là, vraiment, il a développé théoriquement et formellement de très très belles idées, dont une biennale de Lyon assez tardive qu'il a signée, qui était absolument incroyable. Voilà, il a développé des choses, évidemment, bon, c'est le plus important. Après, on n'a pas 36 idées. Et alors, tes obsessions, c'est quoi? Les miennes, je crois que Tristan le sait. Moi, j'en ai une, mais qui ne s'est jamais formalisée par une exposition. C'est sur la disparition, en fait. En fait, oui, pour être très franc, je l'ai une fois concrétisée. Et c'est une expo que pas grand monde... Oui, alors... beaucoup de théoriciens. En fait, c'était au moment tu parlais, Tristan, tout à l'heure de Fresh Theory 3. Alors, j'ai fait la direction artistique. Alors, la direction artistique, c'est un mot, une fois de plus, qui veut tout dire et pas dire grand-chose en même temps. Et pour être très franc avec vous, la direction artistique, c'est tout simplement le choix des images de Fresh Theory 3. Et d'ailleurs, j'ai une confidence à vous faire. Le choix des images que j'ai fait à ce moment, je l'ai fait la nuit dans la bibliothèque de la Villa d'Arçon, avec la collection d'Art Press que j'ai relu dans plusieurs... Enfin, pas relu, enfin, refeuilleté du premier numéro jusqu'en 2009, je crois, à Fresh Theory 3. Et en fait, j'ai toutes les images qui sont dans Fresh Theory 3, c'est des images que j'ai scannées des Art Press de la bibliothèque en travaillant la nuit, en passant des heures, etc. Et Fresh Theory 3 m'a demandé de faire une exposition sur la notion d'événement, qui était la thématique de Fresh Theory 3. Et je dis, moi, je sais pas ce que c'est les événements. Voilà. Alors, j'essaie de trouver des événements artistiques forts dans Art Press, en fait, des images fortes comme ça qui sont dans Fresh Theory 3. Et mais je sais pas ce que c'est événement. Tout est événement dans la vie. Quand on est amateur de Fluxus,
je l'étais comme je suis encore, pour les Fluxus, faire tomber une feuille de papier par terre est un event, donc un événement. Donc événement, pour moi, ça veut tout dire et pas grand-chose. Et donc, pour contrecarrer mes camarades de Fraîche Théorie, en l'occurrence Marc Alizard, Laurent Jean-Pierre et Élie During, qui m'avaient fait cette demande, je leur ai dit, voilà, je vais choisir pour l'exposition à Paris, je vais choisir des artistes qui font disparaître quelque chose. Et c'est ça, pour moi, qui va être événement. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans l'emphase de l'événement, qui est toujours une surmanifestation, je vais aller dans le contraire, c'est-à-dire une manifestation qui fait disparaître quelque chose. Voilà. Et donc, j'avais réuni une douzaine... Il y avait Julien Bouillon, d'ailleurs, qui est artiste enseignant à la Villa-Arson, Tatiana Trouvé, dans cette exposition qui était la Galerie Léo Cher. Alors, pourquoi la Galerie Léo Cher ? Parce que Léo Cher, à l'époque, c'était l'éditeur de Fraîche Théorie. Et donc, il y avait une petite galerie à Saint-Germain, voilà. C'est un beau lieu, d'ailleurs. Et donc, j'avais réuni une douzaine d'artistes. L'œuvre la plus connue, c'est La pluie de Marcel Brotters. Donc, il écrit ce texte qui disparaît en même temps qu'il l'écrit, parce que la pluie tombe dessus. J'avais réussi à obtenir par la famille Brotters. Et voilà. Mais, bon, l'expo est... Je sais pas, moi, je sais si elle était bien ou pas bien, mais en tout cas, j'ai ressenti un malaise avec cette exposition, parce que je me dis, il y a un truc qui ne va pas, c'est-à-dire tu montres des choses qui sont faites pour disparaître ou pour montrer une disparition. Et je m'étais dit, bon, c'est vrai qu'il y avait des jolies pièces, il y avait un super petit filou magnifique, le chef-d'œuvre de Brotters. Bon, c'était pas une expo ennuyeuse non plus, mais c'était l'ensemble. Les pièces étaient bien, mais c'est l'ensemble de l'exposition qui me convenait pas. Je trouve que ça faisait leçon de choses, ça avait une disparition, plus une disparition, plus une disparition, c'était un peu pédagogique, voilà. Et je me dis, bon voilà, je vais plus jamais penser à ce projet d'exposition, et je vais consacrer mes lectures, mes obsessions à ça. Et depuis, je lis, et j'ai lu des centaines de choses que j'accumule comme ça, quelque part, chez moi ou ailleurs. Voilà. Mais je ne sais pas ce que j'en ferai. C'est un peu Bartlébbien, ou je sais pas quoi. À la bibliothèque, il y a au rayon littérature deux gros volumes de 800 pages, un peu intimidants. Donc c'est un roman inachevé de Robert Musil qui s'appelle L'homme sans qualité, qui je crois est un livre qui compte pour toi. Est-ce que tu accepterais de nous en dire quelques mots ? Oui, c'est un livre, alors pas le second. Le second est c'est un seul unique livre, hein, mais qui est tellement épais, tellement énorme qu'il est séparé chez la plupart des éditeurs en deux parties. Je ne conseille pas de lire la seconde, qui est un peu anecdotique et pas intéressante, mais la première partie, pour moi, c'est absolument incroyable. Le livre commence par cette phrase « D'où chose remarquable rien ne s'ensuit ». Voilà. Et c'est un grand roman philosophique, mais c'est un roman. Donc c'est de la très haute philosophie. D'ailleurs, je soupçonne Musil... je n'ai jamais lu, hein, c'est une théorie qui n'appartient qu'à moi, et je ne suis pas un grand musulman, mais de s'être inspiré en partie pour ça. Un personnage principal s'appelle Ulrich de Wittgenstein, de philosophe Wittgenstein, qui était quasiment contemporain, et même nationalité, autrichien. Et c'est un grand roman philosophique, assez haletant, et qui, en fait, qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup apporté dans ma vie tout court, professionnelle, théorique, et même dans ma vie du quotidien, parce que c'est un grand roman critique. C'est-à-dire que Ulrich, le personnage principal, dont je parlais, est quelqu'un qui convoque, qui convoque en 1914, avant la grande débâcle, la grande folie meurtrière de la guerre 14-18, qui convoque les plus grands penseurs de son époque, de son temps, pour imaginer le monde du futur, pour célébrer une commémoration d'un empereur, etc. Pour célébrer la modernité, en fait, le futur, l'espoir, etc. Et né dans les discussions des choses absolument incroyables, parce que ce sont que des gens brillants, comme ça. Mais on est à l'orée d'une catastrophe, quand même. Voilà. L'histoire pourra que, en fait, tout ça va partir en fumée par la barbarie humaine.
Et Ulrich, ce qui est très bien, c'est que c'est un personnage qui est méta-intelligent, c'est-à-dire qu'il est plus intelligent que la somme de toutes les personnes. Voilà, et c'est Robert Musil. Et donc, du coup, systématiquement, à chaque personne, à chaque idée, etc., il est en exercice critique. C'est-à-dire qu'il contredit en permanence les choses. Il les contredit. Alors, il est un peu agaçant, mais en même temps, c'est fait que ça crée du débat, ça crée du sujet. Et j'adore cette façon dialectique de fonctionner, c'est-à-dire d'être dans le débat permanent. C'est pas non plus pour parasiter les choses, etc., mais c'est pour faire mieux que mieux encore et de soulever des choses. Voilà. Et puis, j'aime aussi cette idée d'espoir et de désespoir, c'est-à-dire de construction d'un monde, d'une modernité, parce que ça parle beaucoup de la modernité, des progrès de la science. Enfin, c'est un livre inscrit dans son temps de physique quantique, etc. Et j'aime beaucoup aussi, je suis très attiré aussi par cette période qui est la même, c'est-à-dire pile l'avant-guerre, c'est les années 73, 14, tout ce musique, enfin le roman se passe à cette époque-là, juste avant la guerre en tout cas, et qui est celle de Dada, enfin des futuristes, mais surtout de Dada, qui au même moment, et de Marcel Duchamp, qui fait trois stoppages étalons, donc le hasard tombe par terre, qui est une référence là aussi à la physique quantique, en 1913, voilà. Et ces grands fous originaux, brillantissimes, et en même temps désespérés. Voilà. Ce alliage des contraires me plaît beaucoup et m'a toujours impressionné. Et aussi cette façon d'être toujours dans le mouvement de la pensée, quoi. C'est-à-dire que pour moi, l'art, la pensée, tout ça, c'est un débat permanent, quoi. Il faut être tout le temps... c'est pour ça que je parlais de Sweet, ça m'a apporté, parce que ça m'a apporté énormément de réflexion critique. Voilà, de gens qui... Et j'ai aspiré tout ça avec un plaisir non dérobé, voilà. Non dérobé, voilà. Ouais. Moi, j'aimerais revenir sur une étape de ta biographie qui a été présentée par Tristan en introduction, c'est la création de la revue Sweet and Paper. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quelques mots en quoi consistait ce projet et puis aussi de l'influence qu'il a eu ou pas sur ton travail de commissaire? Oui, ça a été quelque chose... Alors, Switch and Paper a été une aventure extrêmement importante dans ma vie tout court, pas que professionnelle. Alors, comment c'est né Switch and Paper? D'abord, c'était, parce que ça n'existe plus depuis un an. On a cessé nos activités il y a un peu plus d'un an maintenant. C'était une revue en ligne et qui est née de plusieurs facteurs. Le premier, c'était à un moment où, je parlais tout à l'heure d'un épuisement de cette relation publique qu'on a eu à la Villard-Sul, au moment où on était très actifs, mais à un moment donné, je sentis un épuisement de notre activité. J'avais besoin de retrouver une autre forme de transmission. Et donc, elle s'est concrétisée par l'écriture, enfin l'invitation à l'écriture et écrire des textes sur des artistes et à diffuser ces textes. Donc, créer une revue, tout simplement. Voilà. Et après, elle est née aussi de quelque chose de tout à fait personnel. C'est qu'il y a 5-6 ans, comme vous le savez tous les deux, il y a eu beaucoup de sujets très importants qui sont apparus dans notre société, comme les problématiques et les réflexions liées au genre ou au postcolonialisme. Et d'une autre manière, parce qu'on avait déjà ça, tout ce qui est des logiques éco-responsables, enfin l'environnement. Et je me sentais pas armé. C'est-à-dire j'avais 50 ans, pile à l'époque, et j'étais ni dans la génération montante qui était très préoccupée par ces sujets que je viens d'évoquer, et j'avais pas l'outil théorique, alors que je m'étais construit un outil théorique pendant des années. Tout d'un coup, tout ce que je m'étais construit, notamment avec Robert Musil, qui était vraiment quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma construction théorique, mais aussi de vie, tout cela était, d'un coup, j'avais surfé pendant 20 ans, je sais pas, pas disparaissait, parce que c'était toujours très important, ça l'est toujours, mais d'autres choses apparaissaient. Bon, et je me suis dit, tiens, je vais pas pouvoir tout lire, tout comprendre, je n'ai pas la capacité, le temps, je ne suis pas assez calé pour tout ingurgiter en 3 ans, je vais faire un cycle de 3 ans, etc. Donc je vais interroger les autres. Voilà. Comme j'ai fait comme commissaire en invitant d'autres commissaires, j'ai dit je vais aller vers des jeunes critiques d'art, donc la plupart, enfin tous les auteurs, enfin 99%, sont des très jeunes critiques d'art qui ont des préoccupations extrêmement contemporaines, mais de société,
Alors, il n'y avait pas que des textes sur le genre et le postcolonialisme, évidemment, il y a beaucoup de textes sur l'environnement, enfin, tout ce qui est archi présent, archi contemporain, et en lien entre l'art et ces sujets de société, voilà. Et voilà, et ben, ça a été super enrichissant. Ça a été très pénible, parce qu'on en a déjà parlé, Christophe, parce que c'était très dur de gérer en même temps la vie d'Arson. C'est pour ça que d'ailleurs, avec mon partenaire Luc, on a arrêté au bout de 3 ou 4 ans d'activité. On n'arrivait plus tout simplement à gérer, on n'avait plus la force ni le temps. Mais en tout cas, ces 3-4 années ont été extrêmement bénéfiques. Ça m'a mis un coup de jeune, tout simplement, un coup de jeune théorique, hein, pas physique, mais théorique. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert plein de jeunes artistes, plein de jeunes critiques, manière de penser. J'étais pas du tout d'accord avec tout, hein, pas tout, mais on a publié, on n'a rien censuré, on a beaucoup corrigé, édité pour faire en sorte que la qualité soit bonne, mais ça m'a permis d'apprendre et de découvrir plein de choses. Voilà. Donc ça a été, au bout du compte, en tout cas pour moi, un exercice passionnant, et ça a en partie amené beaucoup de choses aussi à la programmation de la vie d'Arson, puis c'est comme ça que j'ai découvert le travail de Slaven Tatars. C'est un auteur, on a beaucoup travaillé avec des auteurs étrangers, parce qu'on avait des liens avec Laïka. Enfin, on a beaucoup travaillé avec des auteurs et des autrices de pays différents, hors sol France. Et à un moment donné, il y a eu un texte sur Slaven Tatars. Bon, je connaissais un petit peu en fait, hein, j'avais vu surtout des photos dans les catalogues, dans les revues, mais je connaissais pas le travail. Mais en fait, j'ai découvert que c'est un travail formidable, et je me suis mis en contact avec eux pour des questions de droit d'utilisation d'image. Je l'ai trouvé extrêmement sympathique, et du coup, il y a eu l'idée comme ça de Slaven Tatars à la vie d'Arson, qui reste là aussi un très bon souvenir pour moi. Voilà. Donc ça a été positif à bien d'égards. Ouais. Tu peux nous parler un peu des projets que tu as pour le FRAC Occitanie? Ben, pour l'instant, c'est très dur parce que j'ai basé mon programme sans liste de noms et sans projet artistique, en tout cas précis. Mais ce que j'aimerais quand même, c'est ce qui est un peu le projet le plus fort, qui va être le plus difficile, c'est de faire évoluer non pas les acquisitions, mais une certaine forme d'acquisition. Voilà. Je trouve que les FRAC ont 40 ans pile cette année. Le FRAC Occitanie-Montpellier a 1362 œuvres dans sa collection, ce qui est quand même énorme. Je crois qu'il y a 30 000 œuvres, 15 000 œuvres dans tous les FRAC. Donc c'est énorme, quoi. Voilà. Je pense qu'il faut quand même commencer à se dire qu'on ne peut pas éternellement continuer à collectionner des œuvres comme ça. Encore 40 ans, 80 ans, ça s'accumule, on ne sait plus comment les stocker. Moi, je sais comment les difficultés que le FRAC Occitanie-Montpellier a pour stocker, et c'est pas tellement stocker, c'est entretenir la collection, c'est un casse-tête chinois. Et il faut absolument que les FRAC réfléchissent peut-être à une autre manière de collectionner. Voilà. Donc je suis en train de réfléchir à ça. Pour mes premières pistes de réflexion, c'est de travailler plus avec des partenaires de diffusion, type lycée, collège, centres sociaux, centres communaux, hôpitaux, enfin je sais pas quoi, et penser plus l'acquisition comme une commande production en amont, et au lieu après la production, acquisition, au lieu de faire revenir ça dans les réserves du FRAC et stocker avec une caisse et puis ressortir ça 3 ans plus tard, hein, et ben de les laisser dans les lieux, en fait. Voilà. Mais de manière, voilà, pas juste comme du décor, on met une œuvre dans un couloir d'hôpital, par exemple, mais plus avec des œuvres d'usage qui méritent un entretien, avec un suivi, etc. C'est ça qui rend la chose, en tout cas le projet, très difficile. C'est le post-production, c'est la post-acquisition. C'est pas tellement le principe initial, parce qu'on sait que ça existe déjà, hein, mais c'est ce rapport entre l'acquisition et l'entretien d'acquisition. Voilà. Mais bon, j'ai certaines pistes qui pourraient rendre les choses possibles, en tout cas en partie possibles. Finalement, quand on y pense, pour toi, à la rentrée, les expositions, c'est fini en fait au final. Ce sera plus un travail de in situ, c'est ça que tu dis, et plus. Du coup, qu'est-ce qui va te manquer dans les expos? Qu'est-ce qui va te... Déjà, moi, je voudrais savoir
des questions toutes bêtes, hein, parce que je suis un peu comme ça, mais qu'est-ce que tu adorais faire dans le circuit de l'expo, là où tu prenais ton pied? Est-ce que c'était le texte, par exemple, d'un catalogue? Est-ce que c'était de monter le projet? Tu peux nous en parler de ça? C'est très variable, en fait, le plaisir. Christophe parlait tout à l'heure, on part au commissariat, j'ai du mal, hein. Enfin bon, évidemment, je suis un commissaire d'exposition et je ne vais surtout pas scier la branche sur laquelle je suis assis depuis plus 20 ans, 30 ans, je ne sais pas. Donc, mais j'ai quand même un peu de mal parce que de plus en plus de mal. D'abord, je trouve que ces 10 dernières années, les commissaires sont devenus de plus en plus présents. Il y a même des expositions où on parle, il y a le nom du commissaire et pas le nom de l'artiste. On parle à la radio, on parle l'exposition 2. C'est quand même complètement fou. Moi, je ne suis pas du tout en phase avec ça. Je pense qu'une exposition, même si un commissaire peut être absolument génial, et même si c'est absolument nécessaire d'avoir un commissaire, parce les commissaires jouent un rôle très important quand même, mais c'est avant tout des expos d'artistes. Les artistes, c'est eux qui font les œuvres. Et donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. Après, il y a autre chose que je dis très souvent quand je parle à des étudiants, des étudiantes de mon métier. C'est quoi être commissaire? Je vous donne un exemple. On va reparler de Gardner, mais il est sous mon nez, donc sous mes yeux. Donc forcément, Gardner, il y a mon nom partout. Il y a mon nom comme commissaire dans le colophon. Il y avait mon nom sur le texte mural. Mais qu'un artiste comme Gardner, je n'ai rien fait. C'est-à-dire que quand un artiste est aussi maître de son travail, de l'accrochage, de ce qu'il veut montrer, pas montrer, conceptuellement, formellement, voilà, il a tout fait, j'ai fait le reste. Il a fait l'exposition. Alors, je me souviens qu'on a eu... Bon, je l'ai invité, bon, voilà, qui fait... Après, je me souviens qu'il m'a dit... voilà, il avait 3 listes au départ. Une de toutes ses œuvres, une des œuvres qu'il ne veut pas montrer pour l'exposition, et l'autre des œuvres qu'il aimerait bien montrer pour l'exposition. Et il me dit que ça en pense. Bon. Et on a un peu discuté. Bon, je crois qu'il a fait ça surtout par politesse. Il faudrait quand même que je propose quelque chose à Eric. Sinon... Mais bon, voilà, à part ça, c'est une discussion par mail, ou je ne sais plus comment ça s'est fait à l'époque. Mais voilà, il a fait l'essentiel. En tout cas, artistiquement, c'est lui qui a construit. Et tant mieux, je m'en fous. J'ai aucun orgueil là-dessus. Et tant mieux, parce qu'il a toute la compétence pour ça. Et puis, c'est son œuvre, voilà. Et alors, parfois, j'en fais beaucoup plus. Parfois, je joue vraiment un rôle de directeur artistique, de direction artistique. Parfois, je m'occupe de la communication. Parfois, je suis dans la logistique. Parfois, je fais plusieurs choses à la fois, mais c'est très variable. Je fais, selon l'artiste la thématique de l'exposition, le rôle du commissaire n'est jamais le même. Mais j'aime bien cette idée d'être touche à tout. C'est-à-dire, j'ai beaucoup appris en tant que commissaire sur les transports, sur la production. Bon, là où je n'ai aucune compétence, c'est la régie en tant que telle. Je sais à peine manipuler une perceuse, mais j'apprends quand même. J'ai observé beaucoup les régisseurs et les régisseuses, les équipes, et j'ai beaucoup... Voilà, maintenant je suis capable de monter n'importe quelle exposition, mais de ne plus faire des expositions comme j'en ai fait pendant des années à la Villa d'Arson lors de mes prochaines missions au FRAC me dérange pas du tout, parce que je vais repenser une manière de travailler sur le terrain, avec des projets vraiment in situ. Alors, ce sera peut-être plus léger que ça, mais ça correspond à ce que j'attends aujourd'hui, c'est-à-dire plus en lien avec des personnes, des publics, discuter, batailler, s'escrimer un petit peu avec les gens de la vraie vie, pas d'un château fort replié sur les mêmes. Voilà. J'ai besoin de ça. Voilà. Merci Eric d'avoir répondu présent pour cette interview. On a été très content de te recevoir sur Radio Arson. Merci pour ta curiosité. Je dois dire merci aussi quand tu passais à la bibliothèque avec tes artistes que tu chaperonnais, à qui tu faisais visiter la villa, et toujours tu passais par la bibliothèque pour leur présenter cette belle bibliothèque de la Villa Arson, et ça nous fait toujours plaisir. Moi, je dois remercier aussi Alexia Nicolaïdis qui m'a aidé à préparer cette interview.
et qui a travaillé aussi très longtemps avec toi. C'est bien que tu la remercies parce que c'est quelqu'un dès 17 ans de travail, c'est 17 ans et demi même, c'est 17 ans et demi de travail avec elle. Et Alexia a joué un rôle extrêmement important comme chargée de production. C'est un rôle moins visible que celui ou celle de commissaire, mais qui est tout aussi important parce qu'il n'y aurait pas d'exposition sans Alexia, tout simplement. Enfin, bon, elle n'est pas le seul, il y a d'autres personnes dans la vie d'Arson qui ont participé à la préparation des expériences, mais elle, forcément, on est presque un couple. Donc on a travaillé vraiment en binôme pendant 17 ans et demi, donc c'est elle que j'ai le plus vue et qui était là du premier jour au dernier jour. Ouais. Alexia, qui est la voix de notre générique sur Radio Arson aussi. Voilà, merci beaucoup tout le monde, merci Christophe. Et à la Merci à prochaine. vous deux.